Donc je vais commencer déjà par vous saluer tous et vous remercier d'être ici, fidèles au poste, concentrés et d'avoir récupéré après l'après-midi d'hier qui était très dense. Effectivement, cette journée va être aussi particulièrement dense, mais elle sera un peu plus rythmée, un peu plus scandée, puisqu'on a un programme qui est réparti de manière assez homogène entre le matin et l'après-midi. On a une ambition de finir à 16h10. Ce n'est pas qu'une ambition, c'est quasiment une nécessité, puisque la commission d'audition va se retirer pendant 48 heures pour finaliser leur rapport et rédiger leurs orientations. Donc le temps est quelque chose qui va être compté pour nous, pour cette journée, tout comme hier, mais là avec vraiment un enjeu qu'on finisse tous à 16h10 maximum. D'ailleurs, à ce propos, avant d'attaquer les mesures les préconisations par rapport à la prise de parole, je ne sais pas si vous avez remarqué par rapport au self qu'on n'était pas obligé de tous faire la queue au même endroit et qu'on gagnait du temps en se dispersant dans les différents blocs. Donc je pense que ça devrait nous aider les uns et les autres à prendre moins de temps sur la pause déjeuner, y compris si on doit l'écourter un peu pour mener à bien tous nos débats. Alors, quelques consignes pour le déroulement de la séance. On va fonctionner comme hier. Le principe, je vous le rappelle, c'est que les membres du comité d'organisation assurent la modération, qu'elles vont veiller au respect du temps imparti de manière sévère et drastique, tout comme hier, avec une large part au débat et un temps de discussion qui sera au moins égal au temps de présentation des experts. Les experts présentent leurs conclusions, encore une fois. On rappelle bien qu'il ne s'agit pas de détailler forcément tout le contexte, puisque le rapport a été diffusé à l'ensemble du membre du public et en particulier finement décortiqué par la commission d'audition. Donc pour éviter les frustrations, si vous avez des messages, c'est ceux-ci qu'il faut faire passer en priorité. Pendant 10 minutes, le temps est vraiment très rapide. Nous avons un décompte qui est affiché par l'horloge de la salle. Les modérateurs et modératrices assurent un décompte de manière à contrôler le temps de parole. Et nous avons ensuite le débat public qui commence par un temps de durée au moins égal pour les experts, que le temps donné aux experts, avec une priorité pour la commission d'audition pour poser les questions aux experts et demander les précisions qu'elle estime nécessaires. Alors, en pratique, il va se passer d'abord les présentations des experts, la commission d'audition prend la parole pour des questions, et ensuite on va vous faire circuler les micros à chef comme on a fait hier, et la parole est distribuée par les modérateurs, ce n'est pas vous qui prenez la parole, on vous désigne pour pouvoir la prendre. On nous a ajouté comme précision technique que comme l'ensemble des débats est filmé, il est nécessaire que vous vous leviez pour pouvoir, quand vous posez votre question, de manière à ce qu'on puisse vous capter, sinon la caméra a le plus grand mal à savoir qui parle et à quel endroit. Et même en dehors de la caméra, je dois dire qu'il y a une ou deux fois hier après-midi où on ne savait pas trop d'où venait la question. Donc merci de vous lever. Quand vous vous levez, vous vous présentez brièvement votre nom, votre qualité, votre lieu d'exercice. Quand vous posez une question, merci de le faire de manière simple, courte, claire, pour que tout le monde puisse comprendre le sens et la portée. Vous avez le droit de faire part de votre expérience. Maintenant, il faut aussi que ce soit sous forme claire, simple, concise. Et dans tous les cas, merci de laisser la parole circuler vers d'autres membres du public pour que tout le monde puisse être représenté. Voilà. Le promoteur et le comité d'organisation vous souhaitent de riches débats pour cette deuxième journée de séance publique. Alors, sans perdre de temps, j'appelle Pierre Lamotte, donc psychiatre des hôpitaux, ancien chef de service du pôle santé mentale des détenus et psychiatrie légale et expert agréé auprès de la Cour de cassation. Et on poursuit la session sur l'évaluation. Je ne suis plus expert agréé par la Cour de cassation. J'attends l'honoraria si tout va bien, si on veut bien me le donner. Bon, donc merci quand même de faire appel au vieux Birbe. Je vais essayer peut-être justement d'être laconique, ne pas m'étendre, mais de délivrer, si je peux, 2 ou 3 petites idées, alors qu'on a déjà dit énormément de choses, justement pour regarder le principe de l'audition, c'est de mettre l'accent sur ce sur quoi on veut. Alors, je rappellerai d'ailleurs qu'on n'attend pas qu'on ait forcément des recettes à la sortie. Comme le disait Roumajan, je le rappelais hier à mon ami Roland Coutenceau, nous n'y verrons pas plus loin, mais sans doute de beaucoup plus haut.
Alors, est-ce que finalement, ce qu'on nous demande, c'est d'établir un postulat d'un standard du soin ou d'un standard du fonctionnement du médecin coordonnateur, d'un standard clinique, hein, alors que nous avons tous des visions extrêmement différentes de la chose, quelle que soit notre origine nosologique. Je pense que ce qui est important, c'est quand même de se resituer dans l'historique de l'injonction de soins à partir de la loi de 98. On est parti de quelque chose pour arriver à ce qui nous réunit aujourd'hui. On avait l'obligation de soins, et dont le haut conseiller Olivier disait en 1970, hein, il s'agit pour le magistrat de conduire le patient devant la porte du médecin et de l'y abandonner. C'est vous dire que cette mesure, qui est une des mesures du contrôle judiciaire, était vraiment très floue et elle avait cet énorme avantage de la souplesse. Le juge, d'ailleurs, la prononçait sans aucune référence obligée à un médecin quelconque, avant ou après. Et on se rendait compte quand même qu'il y avait peut-être besoin, au fur et à mesure qu'on étudiait la délinquance sexuelle et tout ce qui va autour, il y avait peut-être besoin de faire quelque chose d'un peu plus structuré. Et en même temps, Ballier nous apprenait, avec son idée que la contrainte peut conduire à la demande, que ça pourrait être une bonne idée d'encadrer un soin qui serait imposé par la justice. Mais il y avait comme aussi expérience déjà qui existait dans certains CMP. On avait le premier CMP de SMPR qui était ouvert à l'extérieur, et Dieu sait que ça a été difficile de le faire passer au niveau ministériel. C'est le milieu fermé, votre boulot, vous n'avez pas à suivre derrière après en poste pénal, etc. Mais on se rendait compte quand même que la nécessité de protéger le secret restait absolument impérative pour qu'il puisse y avoir un vrai soin. Donc la notion de médecin coordonnateur, elle n'est pas venue par l'idée d'un surexpert, contre-expert ou d'un auxiliaire de justice qui serait seulement au service de ce qu'on appelait à l'époque encore le comité de probation et d'assistance aux libérés. On en est bien loin de l'assistance aux libérés maintenant. Mais d'un médecin qui serait en quelque sorte l'intermédiaire et garant du secret médical entre le médecin traitant et ceux qui ont besoin de savoir quand même si réellement, dans la forme, on respecte un minimum l'obligation qui a été prononcée. Donc le médecin coordonnateur, il n'est pas né seulement d'un système de contrôle et de contrainte, il est né aussi de la nécessité de concevoir le soin. Alors, à l'époque, on a aussi commencé déjà à créer les centres ressources dans nos têtes avant de les créer dans les règlements. Et le début s'est engagé avec l'idée du centre ressources qui ne serait en aucune manière impliqué dans les soins. Et on a vu que pratiquement c'était intenable et petit à petit on s'est tous mis, ne serait-ce que pour avoir une légitimité de soignant, à être en relation directe avec le soin et l'élaboration des médecins coordonnateurs. Alors est-ce qu'il existe des vrais critères de prescription de l'injonction de soins? On a vu qu'on n'avait déjà pas de critères cliniques sur le délinquant sexuel en général et que la façon dont on se place, qu'elle soit une description psychodynamique, attachementiste ou autre, permet des approches très différentes. Mais en revanche, c'est sûr qu'en ce qui concerne les exigences qu'on va demander aux soins prescrits par l'injonction, il y a des attentes. Et ces attentes sont souvent des attentes de certitude. Et Dieu sait qu'en notre métier, on n'a pas de certitude et qu'on va travailler justement avec l'incertitude, qu'elle soit une incertitude clinique, qu'elle soit une incertitude sur le devenir, alors qu'on nous demande de prévoir l'avenir, de lire dans le marc café, souvent d'ailleurs à partir du passé, et avec un postulat qui devient très vite qui viole un œuf, viole un bœuf, et avec la notion que le pronostic va être un petit peu bon. Alors, hier, Thierry rappelait que la notion de psychiatrie actuarielle, elle est un peu dépassée, parce que les actuaires, c'est ceux dans les compagnies d'assurance qui transforment un risque statistique en cotisation individuelle. On n'est pas tout à fait là-dedans. Alors, il y a un consensus pour ce qui concerne l'indication de l'injonction de soins, qu'on soit expert ou coordonnateur, mais en réalité, c'est bien comme dans la chanson, chacun fait ce qui lui plaît, aussi bien pour l'expertise que pour la suite. Alors, les critères, je ne vais pas vous détailler les critères cliniques, Roland l'a un peu fait, mais on a évidemment de troncs communs, de l'histoire du sujet, de la notion du passage à l'acte, des relations à la victime, et voilà notre fameuse empathie, qu'on va souvent interpréter à partir de ce que nous montre le patient, qui n'a rien à voir avec sa réelle capacité d'empathie, les capacités d'introspection. Mais alors moi, je tiens beaucoup
à la richesse pulsionnelle et à l'excitabilité. Pourquoi? Parce que si on veut se baser dans l'idée que l'injonction de soins, c'est après tout une aide au contrôle du comportement, ce n'est pas une aide vraiment à retrouver l'absence de souffrance, puisque quelquefois il n'y a pas de souffrance. Mais il y a des cas où le réservoir pulsionnel a été vidé par le passage à l'acte et où on va se retrouver à la limite à travailler avec quelqu'un pour lequel, dans la perspective de la récidive, il n'y a rien à faire. Alors, un point très important, c'est de travailler spécialement avec ceux qui ne sont pas d'accord avec la façon dont ils ont été traités dans le procès, de travailler sur la place de l'accusation et de la place du procès dans son vécu. Comment est-ce que la personne a traversé cette époque? Et on va voir si elle a été dans la révolte ou si elle a été, au contraire, dans une leçon à tirer de tout ce qui arrive, ou si elle est restée strictement indifférente dans une pensée opératoire qui va être, je crois, le plus gros des problèmes quand on fait au long cours un soin avec le délinquant sexuel. On va souvent être amené à des séances d'un ennui profond. Alors, est-ce qu'il faut soigner utile? C'est-à-dire prescrire l'injonction de soins, finalement, quand on a l'espoir qu'elle serve à quelque chose? Le principe même, c'est non. Le principe, c'est qu'on n'attend pas le résultat ou l'espérance du résultat. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. Et quelquefois, on vous dit au contraire, non plus, ce n'est pas la peine de le demander, puisque de toute façon, le demandeur est déjà engagé dans le soin. Mais l'accompagnement est quelque chose d'important pour quelqu'un qui va très souvent avoir besoin d'être réparé. Et là, on va retrouver... et déjà, bon, on a triché, là, c'est pas 3 minutes, c'est 9h01, on a commencé après. Bon. Enfin, bref. Il faut faire attention à ce qu'on ne rentre pas dans une capacité perverse de rejouer la jouissance de l'autre qui prend en otage le thérapeute, mais on va se trouver très souvent confronté aussi au problème de ce qu'il est plus difficile de trouver un thérapeute qu'un coordonnateur. Souvent d'abord parce que le coordonnateur est bien payé alors que le thérapeute ne l'est pas, et ensuite parce que le CMP est quelquefois importuné justement par le fait qu'on a des exigences vis-à-vis de lui qui viennent du CEPIP qui ne sont pas seulement celles du médecin coordonnateur. On a souvent besoin de papier pour faire un dossier irréprochable et le patient se trouve à la fois agacé et le CMP importuné par des demandes qui sont des demandes formelles qui ne font que doubler le principe qui a été initialement interne. Alors, le gros problème aussi, c'est le soin moral dans lequel on va se placer. Et on va souvent exiger qu'on soit vis-à-vis de l'acte, dans une espèce de reconnaissance du péché quasiment. Et quelquefois, même, il faut être dans une orthodoxie mentalement correcte qui va devenir difficile pour pouvoir arriver à rétablir l'estime de soi-même. Les deux échecs les plus importants de l'IS étant la blessure narcissique que peut continuer à infliger le coordonnateur ou le thérapeute à quelqu'un qui est déjà en souffrance, et en plus la désespérance. Alors, parlons pas de la castration chimique, dont l'extension a été beaucoup trop grande sans doute, mais qu'il faut surtout éviter d'appeler castration chimique, comme si on devait punir le délinquant sexuel par où il a péché. Il vaut mieux l'appeler aide chimique au contrôle des pulsions, ce qui rappellerait que l'organe principal sexuel de l'homme, ce n'est pas ses testicules, mais son cerveau. Alors, j'ai donc une petite chose à vous proposer, que vous allez trouver dans le rapport, et donc sur lequel je ne descendrai pas, mais qui se base sur la question de l'emprise, en quelque sorte, et de la relation, en quelque sorte, à l'autre. Mais on peut aussi rappeler que arrêter l'injonction de soins ne signifie pas pour autant qu'on a guéri, et que l'injonction de soins, elle survit à tout le monde. Elle survit au juge, au thérapeute, au coordonnateur, et que ce qui est important, c'est de poser des jalons et de donner au patient à voir qu'il n'est pas réduit à son crime. L'AVS, c'est aussi AVS, acteur de retour à la vie sociale. Et je vous terminerai en citant Montaigne, il existe des hommes inhumains, mais ce serait l'être plus que de leur dénier l'humanité. Et le soin ne va exister que dans l'imaginaire du soignant et du coordonnateur. Et c'est donc vous dire à la fois que c'est extrêmement flou artistique, mais en même temps qu'on soigne avec sa propre vulnérabilité et l'accès à l'autre. Merci. Maintenant, Yvan Guitz, qui est président de la Chambre d'application des peines, conseiller auprès de la Cour d'appel d'Agen
et président de la cour d'assises du Lot-et-Garonne. Le psychiatre, le juge. Ah non, pardon, là je commence très mal. Bien, bonjour à toutes et à tous. La commande qui m'est faite, c'est présenter le point de vue des juges sur l'utilité ou l'arrêt d'une injonction de soins. Alors, ça serait très prétentieux pour moi de vouloir représenter l'ensemble des juges qui, bien sûr, vous le savez, ont rarement des positions univoques, particulièrement sur cette question. J'introduirai donc juste mon propos en rappelant le cadre de la loi, puisque finalement, s'il y a quand même un point commun aux juges, c'est qu'ils prétendent dire la loi, dire le droit, et que l'injonction de soins, elle se situe dans un cadre légal, qui est celui au stade de la condamnation, puisque c'est celui-là que je privilégierai, hein, puisque je suis là essentiellement en tant que président de cour d'assises. C'est le suivi socio-judiciaire qui peut être prononcé, qui est le seul cadre possible de l'injonction de soins au stade de la condamnation. Donc le suivi socio-judiciaire, je ne vais pas vous assommer avec des textes, mais c'est une obligation de se soumettre à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. Je crois qu'il faut quand même rappeler ça lorsqu'on parle d'injonction de soins, puisque c'est dans ce cadre-là qu'elle va se situer. Donc prévention de la récidive, c'est tout de suite indiqué par le Code. La difficulté, c'est que autant le suivi socio-judiciaire et l'injonction de soins en 1998 étaient deux choses parfaitement qui pouvaient être associées ou autonomes sans que ça pose de problème. Aujourd'hui, on assiste à une évolution depuis 20 ans qui pose problème. Alors, le premier problème, on l'a déjà évoqué hier, et Caroline Casanci l'a très bien dit avant moi, donc je n'insisterai pas, mais c'est cette extension du suivi socio-judiciaire à des infractions extrêmement variées, multiples. Au-delà des infractions à caractère sexuel, c'est les crimes de sang, les violences conjugales, les trafics d'armes, j'en passe, les dégradations par incendie. Et en dernier lieu, et ce n'est pas la moindre nouveauté, les actes de terrorisme. Donc ça va peut-être un petit peu modifier dans quelques années le travail du médecin coordonnateur et des médecins traitants ou des psychologues traitants qui seront sans doute chargés de ce type de mesures qui sont encore pour l'instant à venir. Par contre, je le signale, le législateur a curieusement oublié le harcèlement sexuel dans les condamnations qui peuvent donner lieu à suivi socio-judiciaire et donc à injonction de soins. Je le signale puisqu'avec le hashtag MeToo, etc., il n'y aura pas d'injonction de soins s'il y a uniquement cette infraction qui est relevée par la justice. Le deuxième gros problème qui a tendance à dénaturer cette relation entre le suivi socio-judiciaire et l'injonction de soins, c'est cette loi du 10 août 2007, hein, une loi qui avait entre autres amené les peines planchers, et qui... alors les peines planchers, on les a supprimées, par contre on n'a pas supprimé cet automatisme voulu par la loi qui est qu'à partir du moment où il y a suivi socio-judiciaire, eh bien, il y a une injonction de soins. Sauf décision contraire, ce qui est un drôle de raisonnement, puisque ça voudrait dire que le cadre de cette peine, hein, puisque j'insiste, ce qui est une peine, ce n'est pas l'injonction de soins, c'est le suivi socio-judiciaire, le cadre de cette peine implique, a priori, une injonction de soins, sans qu'il y ait besoin de le justifier. Il faudra justifier le contraire, ce qui est un raisonnement à contrario assez étonnant. Bon, on a compris que, là aussi, ce n'est pas l'individualisation de la peine qui était voulue par le législateur à ce moment-là. Les peines planchées en étaient un bel exemple. Et je crois qu'il faut que les juges, plus que jamais, gardent ce souci d'individualisation de la peine, hein, qui est vraiment notre raison de juger. Et je reprendrai là aussi ce qu'a dit hier Valérie Moulin sur rester dans la singularité du sujet, hein, dans l'exercice du soin. Je crois que nous, magistrats, il faut aussi qu'on reste aussi dans cette singularité du sujet. C'est ce qu'on appelle l'individualisation de la peine. Je dirais contre allégem, contre ces tentations qui nous sont données par le législateur de systématiser, de ne pas adapter
la prescription judiciaire à la personnalité du condamné. Non, pardon. Alors, vous n'allez pas me croire, mais j'ignorais parfaitement que Sophie Baron-Laforêt serait à l'estrade aujourd'hui. Je trouve que sa formule sur les soins convoqués au secours de la peine résume beaucoup de choses, hein, puisque finalement, ça démontre bien que on ne fait plus trop confiance à la peine classique pour résoudre des problèmes. On ne fait plus confiance trop à la prison. On s'est aperçu que sur la récidive, ça avait un effet assez médiocre. Et donc, on va demander de plus en plus aux soins de réussir là où la sanction pénale traditionnelle a échoué. C'est donc une mission extrêmement ambitieuse qui lui est donnée. Je rappelle aussi que, on l'a évoqué tout à l'heure, nous sommes ici pour souffler les 20 ans, les 20 bougies de l'injonction de soins. On pourrait aussi fêter les 60 bougies de l'obligation de soins, puisque ça date de 1958, ce qui est finalement pas si vieux. Je parle en connaissance de cause. Qui n'est pas si vieux, mais par rapport à l'histoire du droit pénal, et qui est une mesure, j'en reparlerai, qui peut-être de temps en temps, on devrait se poser la question d'une alternative entre l'obligation et l'injonction, y compris dans l'expertise. Voilà, donc ces soins convoqués au secours de la peine, ça signifie, enfin concrètement, et on le voit à l'audience, que ce soit en correctionnel ou aux assises, ce que j'appelle cette fausse unanimité autour de la notion de soins, puisque que ce soit les parties civiles, surtout lorsqu'il s'agit de proches, comme c'est dans la majorité des cas de l'auteur, les parties civiles disent qu'il a surtout besoin de se faire soigner. Le ministère public en rajoute, mais peut-être plus, sur le fait qu'à la sortie, il faudra le surveiller avec cette injonction de soins qui va pouvoir durer très longtemps. Et puis, je peux témoigner que dans le délibéré de cour d'assises, la notion de soins obligés, même si on se projette à des années, parfois des années-lumière de la journée. 3 minutes ? Bien. Voilà. Cette fausse unanimité, elle se résume sur le fait que soit c'est les soins, soit c'est la prison, mais en réalité, pour certains, c'est les deux. C'est un peu le système de ceinture et bretelles. J'ai juste une petite diapo, je vais passer vite puisque je n'ai pas le temps, et puis en plus c'est une diapo mea culpa des juges pour dire qu'effectivement ce qui manque de notre part c'est ce qu'on appelle le mandat du juge, hein, puisque c'est le juge mandant comme on dit au SPIP. Quelle est la commande judiciaire? On ne motive pas, ou on motive très mal les décisions correctionnelles, les décisions criminelles, même si depuis très récemment nous sommes tenus de les motiver alors qu'auparavant c'était interdit. Et donc on se réfère à l'expertise pour savoir pourquoi finalement le juge ou les juges ont ordonné une injonction de soins. Les termes posés par la loi aux experts, c'est des questions extrêmement très larges, hein, susceptibles de faire l'objet d'un traitement. L'opportunité d'une injonction de soins, la question vague, réponse multiple. Je donne dans mon écrit des tas d'exemples de réponses qui sont faites par les experts psychiatres sur lesquels j'ai eu à statuer en tant que président d'assises. On voit que ça part aussi bien sur la souffrance psychique de l'intéressé en détention que sur la nécessité d'un traitement à long terme. Je vais passer peut-être sur le reste, mais enfin, ce qui me paraît important, c'est que l'expert puisse poser la question de la subsidiarité des soins obligés, parce qu'après tout, il peut y avoir besoin d'un traitement sans forcément que ce soit des soins obligés. Avant d'envisager une injonction de soins, puisqu'on sait que c'est un dispositif précieux, mais rare, de voir si peut-être une simple obligation de soins pourrait être suffisante. Je passe sur la confusion des compétences parce que les termes, ça a déjà été évoqué hier par Pierre Rouvière, sur la question du déni, parce que je n'ai pas le temps. Et juste sur la durée de l'injonction de soins et les possibilités de fin anticipée, on l'a un petit peu évoqué hier avec Roland Cotenceau, et je suis tout à fait d'accord pour dire que ce qui est important, c'est de découpler la durée de cette peine qui doit être prononcée par la juridiction, le suivi socio-judiciaire, et la durée de l'injonction de soins,
qui pourrait commencer après, effectivement, le début du socio-judiciaire, mais qui pourrait surtout s'arrêter avant, sachant qu'on ne peut pas trop compter sur les juges d'application des peines pour arrêter avec, en tout cas, légèreté, une injonction de soins qui a été prononcée en particulier par une cour d'assises, hein, parce qu'il y a toujours le risque pour le JAP d'être pendu haut et court dès qu'il y aura un problème, juste après qu'il ait arrêté cette décision. Donc, par exemple, un suivi socio-judiciaire d'une durée de 10 ans avec une injonction de soins de 3 ans, par exemple, ça pourrait être quelque chose de parfaitement entendable. Bon, allez, j'arrête, puisque... Merci. Donc après ces 2 premières interventions, nous allons passer aux questions. Nous avons 20 minutes de questions. Et en priorité, d'abord, s'il y a des questions de la commission d'audition. Oui. Oui. Si. Olivier Giron. Donc, concernant l'augmentation du nombre de mesures d'injonction de soins, on a lu dans vos rapports une augmentation très importante qui est décidée en pré-sententiel, qui est prononcée au jugement, qui peut être rajoutée ensuite. Certains préconisent, ça a été dit hier, d'introduire la mesure d'injonction de soins après le procès, en post-sententiel. Je voulais avoir votre idée là-dessus, premièrement. Deuxièmement, c'est la question des cas particuliers. Je pense aux malades psychiatriques, par exemple les psychotiques. C'est pas l'injonction de soins, la loi de 98 n'est pas prévue initialement pour ces patients. Il y a d'autres mesures qui existent pour eux. Je pense à ce qu'on a nommé le revolving door syndrome, le fait que les patients psychotiques reviennent en prison parce qu'ils ne respectent pas les mesures, par exemple de régularité de présence, au rendez-vous, etc. Je peux développer. Je voudrais donc avoir votre éclairage sur ces 2 points, le moment de prononcer de l'injonction et puis la question des patients psychiatriques, c'est-à-dire psychotiques, je veux dire. Oui. Je vais répondre sur les patients psychotiques. Bon, ça rejoint un petit peu ce qu'on n'a pas pu développer à cause de la censure du temps. C'est l'histoire du soin pour celui qui dénie par rapport à la dénégation. Et on a souvent tendance à penser que la dénégation, c'est un pur mensonge, alors que le déni, c'est un processus de sauvegarde psychique sur une structure qui est beaucoup plus régressée, peut-être psychotique, et que c'est une question de vie ou de mort pour le patient, et que donc on va considérer qu'il est plutôt, même s'il est de mauvaise foi psychotique, c'est pas de sa faute. Alors que c'est pas tout à fait la même chose en réalité pour nous, psychodynamiciens. On peut avoir des négations, des dénis pervers chez les psychotiques, et on peut avoir des dénégations qui sont aussi des négations de sauvegarde narcissique chez des gens qui sont de structures beaucoup plus élaborées, mais qui ne se reconnaissent pas complètement dans leur acte parce que leur immaturité fait qu'ils ne sont responsables que de ce qu'ils ont désiré. Et si une relation a dérapé, eh bien, ils considèrent que, dans le fond, ça n'aurait pas dû arriver, c'est la faute à pas de chance ou la faute à l'autre. Alors donc, on n'est pas au garde à vous devant la psychose, même si on sait quelquefois qu'on va accompagner des soins qui pourraient aussi se poursuivre dans le milieu civil. C'est ce qu'on voit dans certains cas avec des gens qui ont un accompagnement à la sortie par un soin obligé civil, dans le cadre de la loi de 2011, qui double en quelque sorte une injonction de soins du suivi socio-judiciaire. Alors, en ce qui concerne... je vais peut-être vous laisser répondre sur... pas mobiliser, mais je reprendrai la parole. Alors, l'injonction de soins, c'est au stade de la peine. C'est vrai que la difficulté qui a été un petit peu évoquée hier, c'est qu'il peut y avoir du soin, et il y en a en général dans le cadre d'un contrôle judiciaire qui peut durer longtemps en matière criminelle. On juge parfois des accusés après 3-4 ans de procédure, surtout si ça part en appel, etc. Et on n'a pas grand-chose sur ce temps-là. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir une sorte de médecin coordonnateur à ce stade-là? J'ai quand même des réserves parce que l'expérience montre que le soin dans le pré-sententiel est plutôt à visée utilitariste par rapport à l'audience
et que le temps véritablement du soin, je pense il se déroulera peut-être plus facilement après. Ceci étant, il y a quand même une difficulté aussi sur la durée du soin, puisque moi j'ai eu des condamnés quand je jugeais l'application des peines qui me demandaient si, comme la détention provisoire, la durée des soins en contrôle judiciaire s'imputait sur la durée des soins en suivi socio-judiciaire. Et finalement, c'est assez légitime, parce qu'on ne se rend pas compte, mais que les 10 ans de suivi socio-judiciaire qu'on va rajouter, ça rajoute à peut-être déjà 3 ou 4 ans de soins en suivi socio-judiciaire. Il y a aussi le phénomène de la sidération, c'est-à-dire qu'à la fois on peut avoir une demande utilitaire en présententiel, mais on peut aussi avoir un refus présententiel, parce que droit dans ses bottes, alors que ça peut se relâcher après le jugement, où là, n'ayant pas directement quelque chose à perdre, le patient peut accepter quelquefois un regard différent sur lui-même. Donc ça pourrait avoir un certain intérêt, mais je crois que ce n'est pas aussi fondamental que ça, qu'on le prononce ou avant ou après. Le problème, c'est plutôt qu'on maintienne l'idée que même avec le médecin coordonnateur, pas seulement le médecin traitant, on est dans l'imaginaire de ce qu'on se représente de l'auteur du crime et de ce qu'on se représente de l'injonction de soins et de son propre rôle. Donc il faut accepter à la fois d'avoir une certaine position pédagogique qui va avec l'encadrement et qui va avec la référence judiciaire pour les partenaires, mais on a aussi l'idée d'être un support d'identification et qu'on s'engage quelque part. C'est pour ça que j'avais parlé dans la diapo sur la moralisation, qu'on doit avoir une morale pour ne pas être moralisateur. On doit savoir où on en est par rapport au crime qui nous dégoûte, par rapport à celui qui nous fascine, par rapport à... on ne fait pas ce métier pour rien. Et si on y est venu, c'est quelque part, on n'est peut-être pas comme... l'autre avec son dictionnaire amoureux du crime, mais quelque part, on est fasciné par ce qu'on va voir. Et donc, il faut en tenir compte. Et on a des injonctions morales à l'intérieur de nous-mêmes qui peuvent parasiter un soin auquel on demande d'être d'ailleurs un soin de contrôle du comportement et non pas un soin de contrôle de la souffrance, il faut être clair. Alors, on est en porte-à-faux dès le départ. Ça n'est pas forcément quelque chose qui empêche le schmilblick de fonctionner. Okay, merci. D'abord, oui, commission d'édition. Dominique Frémy. Qui veut demander ? Oui, j'aurais voulu avoir votre avis sur les mineurs auteurs de violences sexuelles pour lesquels on n'a pas de médecin coordonnateur et où les contacts se font entre médecins traitants, PJJ, éventuellement juge des enfants, et où là c'est beaucoup plus flou dans les relations qui doivent avoir lieu entre tous ces intervenants. Il y a mineurs et mineurs. Et je pense que tout le monde sait que ce n'est pas une question d'âge, ça peut être aussi une question de maturité. Toute la distinction entre les skills, les habiletés qu'ils sont capables d'avoir dans le crime, les caractères extraordinairement violents, on vient de le voir il n'y a pas très longtemps, où finalement un gamin s'effondre après avoir vécu en treillis avec des couteaux et découvrant que finalement il a tué pour rien. Bon, ils ont quelque chose de très luxuriant dans leur excitation, et ça complique beaucoup la situation. C'est sûr qu'il faut avoir le maximum de possibilités pour encadrer tout ça. J'allais dire qu'on a des coordonnateurs sauvages. Quelque part, on arrive quand même à être dans une collaboration de plusieurs intervenants qui aident à accompagner. Mais très souvent, on fait comme au tarot, on attend de pousser le petit au bout parce qu'il y a une période où il ne se passe rien. On n'est pas... on assiste, en fin de compte, à un déchaînement sans mentalisation réelle, et arriver à faire mentaliser un gamin de 14 ans qui est dans la révolte, qui vous mâche le chewing-gum au nez et qui sait très bien qu'il est dans l'impunité totale par rapport à ça, qui accepte le soin à la rigueur pour son intérêt immédiat. Mais alors, comment est-ce qu'on va le séduire? Comment est-ce qu'on va... au contraire, le mépriser? Et ça, c'est sûr que c'est un gros problème, parce que l'âge ingrat, on sait que c'est pas gratifiant. Et s'occuper d'ados, il faut aussi, moi je l'ai vu à propos des radicalisés, parce qu'on a pas mal de... C'est un autre problème, mais c'est aussi un problème d'actualité, où on nous demande des certitudes, où on nous demande de prédire l'avenir, de lire dans le marc café, et comment distinguer celui qui est capable d'aller foutre une bombe. N'oubliez pas que Mohamed Merah faisait des tours sur un parking avec une BM volée la veille du jour où il a commis son crime, et qu'il a décidé, en n'étant rien, de devenir tout du jour au lendemain.
Alors ce fonctionnement tout ou rien avec le délinquant mineur est important et je pense que c'est une des données avec laquelle on travaille. Hein, et on retombe encore sur l'idée de continuer à élaborer l'estime de soi dans le rapport aux autres. Merci. Une question encore, Dr Blacher. Donc une question, professeur Lamotte. Donc 2 questions. Dans une des diapositives, vous parlez d'immaturité et de perversité. Devant la Cour, comment faites-vous pour argumenter et pour dire comment vous l'évaluez, la perversité et l'immaturité? C'est-à-dire de dire que choisir entre les deux? Non, c'est deux éléments qui sont flous. Roland a créé les immaturo perverses pour réunir le tout. Non, ce sont les diagnostics. Tu l'as cherché, hein, tu l'as cherché hier. Hein. Non, ce sont les diagnostics qui ne font pas consensus et souvent devant la Cour, les avocats demandent comment on arrive à ce type de diagnostic qui n'est ni au DSM ni à la CIM. Il y a un point très important dans l'immaturité qui réunit justement un petit peu les différentes approches neuroscientifiques, psychodynamiques et autres. C'est la notion de la mémoire traumatique qui fait que du coup on est dans le doute par rapport à l'interprétation de sa propre source d'excitation. Et Dieu sait que nous sommes très souvent exaspérés chez l'immature de voir que la source de l'excitation est placée à l'extérieur, que ce soit le pédophile qui vient accuser les enfants de le provoquer, c'est pas de ma faute, ils viennent me chercher, ou que ce soit le violeur qui nie totalement le fait qu'il ait été dans une emprise active et qui pense avoir été, s'est trompé sur le consentement peut-être, mais avoir reçu un consentement. C'est sûr que l'amygdale cérébrale enfle avec la mémoire traumatique et que la clairvoyance pour distinguer la source de l'excitation n'est pas meilleure, au contraire, elle est brouillée. Donc la perversion va être un aménagement de comportement. N'oublions jamais que, alors a fortiori l'organisation perverse, mais la perversion, c'est une sauvegarde par rapport à quelque chose de plus déstructurant, de plus difficile à vivre, de plus difficile à assumer dans la relation aux autres. Donc, quelquefois, ça va même être un aménagement qu'on va être amené à respecter. Et dans la longue liste de ceux qui ne veulent pas reconnaître leurs responsabilités et qui sont dans le déni, on en a beaucoup qui vont droit dans leurs bottes militer, regarder des Knobel Plus, des Roland Agré, etc., pour ne pas parler de délinquants sexuels, mais qui ont une étiquette d'innocent à perpétuité, qui est le meilleur garant par rapport à la récidive. Pas toujours, parce que quelquefois, le fait d'avoir été nié et blessé va autoriser, d'une certaine façon, regardez Patrick Henry, va autoriser d'une certaine façon d'avoir un contentieux et en quelque sorte un compte à régler quelque part. N'oublions pas que chez l'immature, le sentiment d'injustice est le plus prégnant de tous. C'est le premier des sentiments après les émotions, l'injustice, que ce soit chez l'animal ou que ce soit chez l'homme. Donc, quand on est blessé par une surpénalisation, une surcondamnation ou une non-écoute, qu'on n'a pas pu être entendu, eh bien, on estime qu'on a un droit de tirage sur la société qui va amener Courtois à faire une prise d'otage à la cour d'assises, comme un délinquant sexuel, à vous dire « j'ai été maltraité ». Ok, merci. Nouvelle question, oui. Oui, Charles Alezra, c'est la 2e fois depuis le début de l'audition publique qu'est évoqué le fait que la législation a évolué et permet aujourd'hui de prononcer une injonction de soins à travers un suivi socio-judiciaire pour d'autres infractions que les infractions à caractère sexuel. Oui. Et j'aimerais avoir l'avis du magistrat et du médecin sur cette extension et sur le risque que demain, la médecine soit convoquée non plus au service de la peine, mais au service d'une régulation sociale. Et donc, qu'en pensez-vous? Parce que c'est une évolution qui semble quand même à la fois surprenante au regard de l'histoire de la médecine et de la psychiatrie, et dont on ne voit pas le fait que les peines planchées aient été supprimées et pas cette disposition soulève, me semble-t-il, une question d'ordre éthique. Oui, enfin, moi je suis persuadé qu'effectivement l'injonction de soins est un peu en train de perdre son âme à devoir être automatiquement appliquée à des tas d'autres infractions. C'est pour ça qu'il me paraît... Bon, alors, le suivi socio-judiciaire, on ne va pas pouvoir l'éviter dans sa généralisation, puisque maintenant il y a
dire, il y a peu de chances que la conception sécuritaire de la peine évolue grandement. Donc c'est pour ça que je pense que la seule solution, c'est ce découplage entre l'injonction de soins et le suivi socio-judiciaire, qui permettent de réserver l'injonction de soins vraiment aux cas qui en justifient et qui sont sur le registre effectivement véritablement du soin, avec tout l'outil de l'interface médecin-coordonnateur lorsque c'est nécessaire. Voilà. On rejoint peut-être un peu le problème de la fin de l'injonction de soins. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut savoir arrêter une grève, il faut aussi savoir arrêter un soin à temps. Si on va trop loin, il devient fastidieux pour tout le monde et il perd son but. Le fait d'avoir, après l'injonction de soins, et ça c'est quelque chose que j'ai vérifié pratiquement systématiquement, une possibilité de rencontre libre, c'est une rencontre qui est éminemment restauratrice, dans laquelle le patient vient voir qu'il n'est pas réduit à ce qu'il a fait et qu'il peut avoir un échange d'égal à égal, de personne à personne, avec un thérapeute qui n'est plus seulement un observateur entomologique qui regarde son comportement avec au mieux une neutralité qui n'est pas du tout bienveillante, mais en tout cas avec l'idée qu'il y a un observateur et un observé. Alors, passer d'une thérapie active à un jalon de rencontre, puis ensuite au souvenir des temps d'identification, à la référence qu'on peut avoir cyrulnicienne, si on veut, pour continuer à avancer avec des images positives différentes de celles qu'on a connues dans l'enfance et qui ont été traumatiques, c'est un des éléments très importants que l'on peut faire vivre, notamment dans les cas où on a affaire à une injonction pour violence et non plus pour violence sexuelle. Il y a quand même une communauté, évidemment, mais vous voyez que cette notion de passage du soin au jalon et à la rencontre, sans qu'il y ait d'activisme thérapeutique, sans qu'il y ait, entre guillemets, de traitement, mais simplement l'idée qu'on ait un œil autre que celui de la peine. Et ça vous montre à quel point c'est extrêmement important que le coordonnateur ne soit pas tout simplement un CPIP bis, qui vient s'assurer que tout est bien respecté, que le traitement est pris, que la forme... Alors, je vois quelquefois, et j'ai un type qui a sauté une séance parce qu'il était je ne sais pas où, et le coordonnateur qui immédiatement le signale et le juge qui immédiatement le remet au trot. Et c'était un type qui était vraiment pour des choses répétitives, affreusement masochiques, mais qui n'avait pas de véritable nuisance sociale, qui était dans la dérision plutôt de lui-même et des autres, et qui s'est retrouvé dévasté, et je pense, ayant rechuté dans la négation de lui-même pour très longtemps. Ça m'a donné l'impression d'un gâchis affreux. On va essayer de continuer à gérer ce temps de discussion avec le public. Il y a encore 3 questions, 6 minutes, 2 minutes. Donc je rappelle, des questions brèves et des réponses brèves. Merci. Je suis désolé pour les réponses. Donc, mais on m'a volé 3 minutes tout à l'heure. Une question aux deux orateurs dans l'esprit de ce qui vient d'être dit. On voit que, le législateur a tendance à systématiser l'injonction de soins. Deuxième idée, moi je pense en tant que c'est intéressant parfois le défi de l'injonction de soins avec beaucoup de gens transgressifs. Simplement, on vient de mettre le doigt sur quelque chose. Il faut que cette injonction de soins ait un sens. Elle ait une dynamique, que le schmilblick avance. Et donc la question qu'on a dans la dynamique française, et c'est la proposition que je vous fais, est-ce qu'il ne faudrait pas finalement avoir une petite rencontre intellectuelle, un groupe de travail, une commission, pour essayer de flécher quelques critères simples d'arrêt de l'injonction de soins qui permettrait, dans le champ social, au juge d'application des peines, au tribunal d'application des peines, d'arrêter parce que finalement, soit elle a fait son œuvre, soit effectivement, elle n'est pas pertinente du point de vue de ceux qui la font. Voilà ma question. On va peut-être attendre l'autre question. Oui, Pierre-André. Oui, se lever, s'il vous plaît, vous présenter dans le public. Il fonctionne mon micro? Oui. Bon, Pierre Delplat, Toulouse, à la fois psychiatre et coordonnateur. Moi, je voulais interpeller les deux intervenants et peut-être la commission d'audition sur un effet pervers également de cette inflation des injonctions, de cette demande qui est faite aux experts, au niveau présententiel, sur le fait même que, du fait de la question, et surtout de la manière dont on est posée par certains juges d'instruction, assez confuse d'ailleurs, je voudrais vous interpeller là-dessus, eh bien, il y a des experts qui, désormais, malgré un diagnostic de psychose, malgré même un diagnostic de probable décompensation psychotique contemporaine des faits, vont jusqu'à favoriser l'altération du discernement,
aux dépens de l'abolition, en espérant que par l'injonction de soins, on soignera en quelque sorte mieux le psychotique qu'on ne le ferait en dehors de cette obligation judiciaire. Je crois que c'est un effet pervers désastreux. Je le dis d'autant plus que quand on récupère en tant que médecin coordonnateur ces psychotiques, ces graves, ces grands psychotiques, pour des suivis socio-judiciaires avec injonction de soins d'une durée longue, forcément, hein, eh bien, on voit bien qu'on ne fait pas du bon travail. Plus personne ne fait du bon travail. Voilà, donc je vous interpelle là-dessus. Et quant à la question des juges d'instruction, de plus en plus, ils vous disent, en cas de condamnation ultérieure, pensez-vous qu'une injonction de soins soit utile? Alors, moi, je ne comprends pas cette question. Je ne la comprends pas. Je voudrais qu'on me l'explique. Est-ce qu'il s'agit d'une condamnation pour des faits différents de ceux qui sont analysés? Je trouve qu'elle est totalement confuse et qu'elle, à mon avis, elle n'est pas comprise par la plupart des experts. J'ai même vu des experts qui, en proposant l'abolition, proposaient l'injonction. C'est vous dire si la confusion est grande. Oui. Merci. On fait question courte. Est-ce que vous prenez encore une dernière question? Oui. Oui, François Sauté, président de la Chambre d'application des peines de Versailles. Une simple précision qui me paraît importante par rapport à ce qu'a excellemment dit mon collègue Guitz. L'injonction de soins est entre guillemets obligatoire, sauf décision contraire, si et seulement si l'expertise l'a préconisé. C'est très important de le préciser. C'est-à-dire que dans tous les cas où l'expertise ne préconise pas l'injonction de soins, la juridiction n'a pas à la prononcer, et en tout cas, elle n'est pas, comme cela, obligatoire. Et j'en viens donc à un corollaire, à savoir qu'à travers les expertises que j'ai pu lire, de nombreuses expertises que j'ai pu lire, trop souvent, ça se résume, je suis un peu provocateur, ça se résume à si ça ne fait pas de bien, ça ne fera pas de mal. Hein. Ouais. Donc, allons-y pour l'injonction de soins. Il y a vraiment une formation à faire aux experts psychiatres pour qu'ils, effectivement, et je rejoins tout à fait Guitz là-dessus, ils envisagent d'abord l'obligation de soins, la simple obligation de soins, et s'ils optent pour l'injonction de soins, qu'ils expliquent dans leur rapport pourquoi l'obligation de soins serait insuffisante. Voilà. Si on avait plus de rigueur au niveau des expertises, on aurait beaucoup moins de problèmes ensuite avec des injonctions de soins automatiques, entre guillemets, comme c'était décrit. Arrête. Juste un tout petit mot désolé, pour répondre. Mais oui. Je pense que là, non, on va arrêter le débat là, à ce niveau-là, et prendre le relais avec les autres intervenants. Désolé, mais on a une matinée. Juste dire une minute quand même pour dire à Desplat qu'il faudrait aussi faire une clinique du discernement, parce que pour l'instant, la clinique du contrôle est facile, mais la clinique du discernement, elle ne nous réunit pas tous. Mais bon, c'est pas un drame qu'on puisse avoir... c'est un peu un serpent de mer, l'idée qu'on ne fait plus d'article 122. Les chiffres montrent qu'on en a autant, pratiquement, plus qu'il y a quelques années. On est sur un sujet là, je suis désolée, on commence à peine la matinée. 30 secondes Juste pour dire, parce que on tourne autour de cette question questionnante posée aux experts. Alors, il y a quand même une chose claire, c'est que le juge d'instruction, lorsqu'il dit en cas de condamnation, on parle de la condamnation qui va suivre son instruction. En cas de condamnation, et c'est normal que le juge d'instruction pose la question, puisque s'il y a un acquittement ou une relaxe, il n'y a pas forcément, nécessairement pas d'injonction de soins. Maintenant la question de savoir, est-ce qu'il faudrait que la loi soit plus claire sur que ces formules-là, sur l'opportunité ou susceptibles de faire l'objet d'un traitement? Moi, je ne suis pas sûr que ça... S'il est condamné, il a besoin de soins. S'il n'est pas condamné, il n'en a pas besoin. Je ne suis pas sûr que ça relève vraiment de la loi, mais effectivement d'une réflexion... Désolée, je pense qu'il faut vraiment qu'on enchaîne. D'accord. Merci beaucoup de vos interventions. Donc, j'appelle...